Bienvenue dans cette nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin. Merci pour votre fidélité. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la particularité de l'apprentissage de l'enseignement du Bouddha, le Dharma. Car le Bouddha n'a pas enseigné dans le but de transmettre à son auditoire une connaissance théorique supplémentaire. Dans le cadre du bouddhisme, la connaissance n'est pas une fin en soi, mais un instrument pour que l'être puisse se libérer des mécanismes enfermants et limitants qui nous font souffrir ou qui créent une insatisfaction. En d'autres termes, dans le cadre bouddhique, la connaissance est un vecteur transformatif de l'être. Alors en quoi l'apprentissage du Dharma est-il bien spécifique? Quel est son but? Quels sont les 3 aspects qui caractérisent son mode d'acquisition? Nous retrouvons pour en parler notre invité. Audrey de Serrières, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez le bouddhisme tibétain depuis une 20aine d'années, dans la lignée Kagyu. Vous êtes aujourd'hui traductrice au Centre d'études et de méditation de Dakpo Kagyu Ling, c'est en Dordogne, notamment pour Jigme Rinpoche. Et vous êtes également responsable de la très très belle bibliothèque qui s'y trouve. Alors justement, revenons tout d'abord sur ce terme d'apprendre, parce qu'en fait, on ne sait plus trop exactement à quoi ça correspond. Et en fait, c'est une connaissance qui revêt 3 aspects principaux, principalement. Quels sont-ils ? En fait, l'acquisition d'une connaissance s'effectue par différents vecteurs, différents moyens. Et on peut dire que ces 3 moyens principaux sont tout d'abord l'exercice de l'intelligence, de la mémoire. Également, le second aspect, nous pourrions en définir, serait celui de l'entraînement, c'est-à-dire la maîtrise de procédés. Et enfin, l'expérience, c'est-à-dire le contact avec des hommes, des femmes, qui permet aussi donc d'acquérir cette connaissance. Donc qu'il s'agisse de l'acquisition d'une connaissance dans un cadre ordinaire ou dans le cadre du bouddhisme, ces 3 canaux entrent en jeu. Donc en fait, on pourrait dire que l'apprentissage du Dharma est particulier à cause ou grâce à son but et au mode d'acquisition. Tout à fait, exactement. Alors revenons justement au but. Quel est-il ? Alors, le seul et unique but du Bouddha est que l'être puisse, grâce à ce processus d'acquisition de la connaissance, agir de façon transformative, c'est-à-dire qu'un changement profond s'opère pour qu'il passe d'un état confus à un état éveillé. Donc ce que nous pouvons voir, c'est que la connaissance n'est pas une fin en soi. Elle est simplement un outil ou un instrument pour que ceci puisse se produire. Il y a 2 aspects dans son enseignement. Dans l'enseignement. Alors, le dharma se présente tout d'abord sous l'aspect du dharma des sources scripturaires, ou le dharma des textes, et l'autre aspect est le dharma de la réalisation, de l'actualisation. Donc l'actualisation, c'est l'expérience. Donc de l'expérience, exactement. Donc le dharma des sources scripturaires fait référence en fait aux 3 corbeilles qu'on appelle le Tripitaka. Ces 3 corbeilles sont tout d'abord la corbeille du Vinaya, qui constitue en fait l'entraînement à la conduite éthique. Il y a également la corbeille des sutras, qui constituait des textes étant l'entraînement à la méditation. Et enfin, la corbeille de l'Abhidharma, où le Bouddha a transmis des explications sur le degré relatif de la réalité, ainsi que sur sa nature ultime. Et ça, c'est ce qui constitue l'entraînement au discernement supérieur. Donc, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'au sein même de ces 3 corbeilles, ça ne touche pas qu'une connaissance intellectuelle ou théorique, mais que ça touche l'être dans un sens beaucoup plus global, en incluant son attitude physique et mentale, d'une part, mais également sa dimension intérieure de sagesse. Donc, le second aspect, c'est la réalisation, c'est ça ? Tout à fait. Donc, le dharma de l'actualisation ou de la réalisation, qui signifie en fait l'intégration progressive des 3 entraînements dont nous venons de parler, qui sont donc adoptés ou assimilés par l'être, qui fait qu'il passe en fait la connaissance passe d'un mode virtuel ou théorique à un mode de l'expérience, donc pleinement intégré. Et donc, la connaissance n'est plus extérieure, mais désormais, l'étudiant ou le pratiquant incarne cette connaissance. Alors, revenons plus précisément sur ce processus d'intégration, d'imprégnation du Dharma, en fait, qui est vraiment un processus interdépendant de 3 pratiques. On va revenir sur chacune d'entre elles, si vous le voulez bien. Donc, la pratique de l'écoute, la pratique de la réflexion et la pratique de la méditation. Alors, commençons par la pratique de l'écoute. Tout à fait. Cette pratique de l'écoute est, nous pourrions le dire, la première étape. Le terme « écouter » est intéressant puisqu'il ne s'agit pas de lire. C'est-à-dire que le texte, dans le contexte bouddhique, sert de support,
d'étude ou de support de mémoire, mais c'est l'être humain qui transmet. Donc, il s'agit de commencer par écouter, recevoir les explications d'un enseignant qualifié sur un sujet donné. Prenons par exemple la vacuité. Nous allons d'abord écouter, donc recevoir les explications sur ce qu'est la vacuité dans le contexte bouddhique. Ce sera la première étape. Et justement, si vous deviez définir ce mot de vacuité, qui n'est pas toujours bien compris, mais rapidement pour qu'on puisse saisir... Ça serait que la vacuité est la nature de toute chose. Donc qu'il s'agisse de l'être ou encore de tous les phénomènes, rien n'a d'existence véritable ou rien n'existe comme nous l'entendons ou comme nous le croyons. D'accord, donc là, je vous écoute. Passons à la deuxième phase, qui est la phase donc, de réflexion. Cette deuxième phase, donc sur la base de l'écoute, vient la phase de réflexion. Cette réflexion, elle peut se faire seule ou bien dans une dynamique d'interaction et d'échange avec d'autres. Lorsque l'on entend des mots, un terme, souvent, si je vous dis vacuité, vous allez en avoir une idée. Vous l'avez entendu par ailleurs, vous savez comment, peut-être vous avez déjà certaines notions, peut-être certains préjugés ou idées préconçues. Donc cette phase va permettre de revenir au plus près du sens dans le contexte qui a été expliqué, donc le contexte bouddhique. Et à force donc de réflexion, d'échange, nous allons arriver à une certitude concernant la vacuité. C'est-à-dire que maintenant, vous savez que la vacuité n'est pas peut-être un néant, comme vous avez peut-être pu le croire dans un premier temps, mais la compréhension est vraiment en accord avec le sens tel qu'il est expliqué par le Bouddha. Et pour terminer, vient la phase de la méditation. Effectivement, vient la phase de la méditation. Alors, le terme est intéressant. En tibétain, le terme méditation se dit gom. Gom, en fait, se traduirait littéralement par se familiariser avec ou encore cultiver. Donc, avec quoi nous familiarisons-nous ? Mais justement, cette certitude que nous avons acquise par l'étape de la réflexion, l'étape précédente. Donc, en fait, il s'agit ici non plus d'examiner de façon théorique, mais en fait, par la pratique méditative, d'avoir accès à un autre degré de compréhension. En effet, la méditation va nous permettre de pacifier le tumulte ou l'agitation de nos pensées. Et un esprit calme est un esprit qui est plus clair, plus lucide, donc moins rigide et moins fixé sur certaines notions. Et donc, à partir de là, peut émerger une compréhension qui est différente. Cette compréhension, elle est au-delà de toutes les théories qu'on peut se faire. Ce n'est pas une compréhension intellectuelle, mais c'est comme en fait goûter un peu à la saveur de ce qu'est vraiment la vacuité. Par exemple, dans ce cas-là, il s'agit d'être vraiment en lien avec la notion. Ce n'est plus juste une certitude, une représentation mentale que nous en avons. Nous en faisons pleinement l'expérience. On imagine que ça prend du temps. Alors, effectivement, cet apprentissage est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. C'est un apprentissage au long terme. Et parfois, souvent, les néophytes, même sur des notions extrêmement simples, vont avoir tendance à penser déjà connaître et à vouloir aller plus vite que le temps nécessaire pour que cette digestion, en fait, puisse s'effectuer. Et parfois, en fait, l'impatience est plus source d'erreurs et de détours que de raccourcis, hélas. Oui, puisqu'en fait, c'est une progression linéaire. En fait, on peut l'envisager selon une progression linéaire, mais je pense que l'aborder seulement de cette façon serait un peu réducteur. Parce que c'est en fait aussi une progression, finalement, qui se nourrit interdépendante. C'est-à-dire qu'un esprit, grâce à la méditation, un esprit plus calme, plus détendu, aura des conséquences sur notre présence quand nous allons écouter. C'est-à-dire que nous serons plus présents. Donc, si nous sommes plus présents, plus attentifs, la phase de réflexion va s'en trouver facilitée également. Oui, c'est un cercle vertueux, en fait. Donc, c'est un cercle vertueux et un processus, en fait, comme un affinage de compréhension. Donc, un processus assez répétitif, mais répétitif dans le bon sens du terme. Je sais que parfois, la répétition peut apparaître de façon un peu inutile, où on pense que la répétition est inutile, alors qu'en fait, il constitue vraiment un socle de l'apprentissage dans le cadre du bouddhisme. Et donc, cela suppose aussi un entraînement, bien évidemment. Cela suppose effectivement un entraînement qu'il s'agit donc de perpétuer ou d'inscrire en fait dans une continuité.
Alors, autre aspect justement de cette acquisition, c'est la question de la responsabilité. En quoi est-ce qu'elle est essentielle dans le cadre de l'apprentissage? Alors, cet aspect est très intéressant parce que le Bouddha, peu de temps avant sa mort, a expliqué qu'il a donné des conseils sur la façon de s'approprier son message sans commettre d'erreur. C'est ce que l'on appelle les 4 fondements de la confiance. Nous trouvons notamment cette explication dans un sutra qui est le sutra de l'enseignement à Akshayamati. Et ces conseils sont très simples, puisqu'ils commencent en disant ne te fie pas à l'enseignant, mais fie-toi à l'enseignement. Donc c'est assez clair. Ensuite, il dit ne te fie pas aux mots, mais fie-toi au sens. Parce qu'effectivement, les mots, aussi convaincants et séduisants soient-ils, n'en demeurent pas moins des conventions. Et des conventions auxquelles nous attribuons un sens en fonction de la mode lexicale du moment, de notre culture, de tout C'est là où ça se complique, en fait. Donc c'est là où cela se complique. Donc l'idée est de ne pas s'attacher à ces aspects, mais d'être plutôt de revenir ou de porter l'attention sur le sens qui doit être en accord avec l'enseignement du Bouddha. Et puis le Bouddha donc continue en expliquant il faut donc se fier au sens, mais il ne faut pas se fier au sens superficiel, mais au sens profond. Certains étudiants ou pratiquants, par hâte ou par manque peut-être de confiance dans leur propre jugement, vont s'arrêter sur des idées préconçues ou peut-être des clichés même. Alors que le bouddhisme nous enjoint à ne pas rester sur l'aspect superficiel des choses, mais au contraire d'essayer d'investir un examen approfondi. Le Bouddha a enseigné de différentes manières en fonction des aptitudes de son auditoire. Donc, certains enseignements peuvent paraître de prime abord destinés à des débutants. Mais en fait, si l'on sait comment bien les aborder, un pratiquant avancé va comprendre comment les décoder, et donc cela va révéler un autre aspect. Donc, il s'agit de ne pas rester sur les premières apparences. Oui, sur la superficialité, en fait, comme vous disiez. Exactement. Mais au contraire, d'accéder à une couche plus profonde de l'enseignement. Et enfin, le Bouddha finit son enseignement en disant qu'il ne faut pas se fier à l'esprit duel ou dualiste, mais qu'il faut se fier à la sagesse. Tout un programme. La sagesse elle-même est en fait l'actualisation de la nature de l'esprit. Donc, ceci n'est pas accessible par la théorie, il s'agit en fait de l'acquérir grâce à la méditation. Quand on parle de l'esprit duel, on parle parfois, c'est traduit aussi par conscience fragmentaire, par exemple, cela fait référence en fait à l'esprit qui saisit les choses de manière globale, qui va saisir les aspects des choses sans les mélanger. Je vois une table, je vois un livre, etc. En gros, il reste sur un aspect superficiel. Donc ici, on va essayer, grâce à la méditation, d'aller au-delà du raisonnement, au-delà de la logique, au-delà de ce premier aspect pour avoir une connaissance qui soit directe et qui est au-delà de toute fixité mentale ou idée temporaire. Donc, et c'est en cela que ça rejoint la notion de responsabilité. On est pleinement acteur dans ce cheminement de l'apprentissage. Oui. Exactement. Merci infiniment, Audrey de Serrières. Avec plaisir. Pour terminer cette émission et approfondir ce sujet, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Un chemin de sagesse de la Majik Me Rinpoche. Ce livre propose un aperçu simple et abordable de la voie bouddhique selon la tradition tibétaine Kagyu. Loin des clichés, cet ouvrage conduit à une lecture différente de la vie quotidienne et des situations que chacun rencontre. Chemin spirituel, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard, publié chez Niel Éditions. Et enfin, La vie quotidienne comme pratique méditative de Tenzin Palmo, au courrier du livre. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France.tv. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.